Et en ce sens, donc, des critiques sévères ont été adressées à la philosophie. Vous le savez très bien. On peut noter la critique de Marx, la critique de Nietzsche, etc., etc. Et donc, ce sont ces rapports-là entre philosophie et religion qui ont quand même, en tout cas, entraîné la mort de plusieurs hommes. Mais n'empêche, on peut trouver un consensus, une complémentarité entre philosophie et religion, dans la mesure où la religion, en tant que création de l'homme, la religion, en tant que chercher le bonheur de l'homme, n'est pas contre, en fait, à des critiques. C'est seulement les gens qui se nourrissent de la philosophie, de la religion, qui pensent qu'on ne doit pas critiquer. Mais on peut remettre en cause les vérités religieuses pour mieux croire. Et donc, ce n'est pas interdit de questionner la philosophie, de voir qu'est-ce qui appartient à la religion et qu'est-ce qui n'appartient pas à la religion. Parce que tout ce qui se réclame de la religion ne fait pas partie de la religion. Et donc, il faut quand même faire un tri aussi dans ce sens-là pour pouvoir séparer la religion de ce qui n'est pas la religion. Et c'est dans ce sens-là qu'on parlait de complémentarité. Alors, si on ne connaît pas, comment on peut bien pratiquer la religion? Parce que la religion exige les connaissances. Et donc, pour pouvoir bien pratiquer, il faut connaître. Pour pouvoir se libérer, il faut connaître. Et donc, ici, donc, la connaissance devient un pilier fondamental dans la pratique religieuse. Et la philosophie ne dit pas le contraire. Alors, philosophie et mythe, on ne va pas s'attarder là-dessus aussi, parce que les mythes sont des croyances qui sont là depuis très longtemps et qui, quand même, constituent des dogmes qu'il faut remettre en cause. Et la philosophie est là contre le mythe, et donc on va remettre en cause même ces dogmes-là, et donc pour essayer de les fonder. Mais le problème qui se pose, c'est que, quelle que soit la critique de ces mythes, les mythes demeurent et continuent à exister. C'est parce que le mythe aussi a un rôle social important à jouer. Le mythe permet de fonder les liens sociaux, le mythe permet l'équilibre social, et de ce point de vue, donc, l'homme a besoin du mythe, et donc le mythe continue à exister. Mais sur un autre plan aussi, le mythe est une image, et pour pouvoir bien expliquer, pour faire comprendre les idées philosophiques qui sont plutôt abstraites, donc la philosophie aussi utilise le mythe pour mieux faire passer les idées philosophiques. En ce sens, donc, il y a un rapport entre philosophie et religion. Alors, il y a aussi le rapport entre philosophie et science, mais je voudrais laisser ce rapport lorsqu'on abordera la question de l'épistémologie, et c'est plus important parce que ce ne sera qu'une répétition. Et donc, philosophie et science aussi, on verra après, donc, quelle est la relation entre philosophie et science. Alors, l'autre question, c'est que, quelles sont les principales interrogations philosophiques? Quelles sont les questions que la philosophie se pose? La philosophie se pose de manière générale trois grandes questions, que sont les questions métaphysiques, les questions anthropologiques et les questions axiologiques. Alors, si vous remarquez que ces trois questions-là, la métaphysique renvoie à l'univers, l'homme a besoin de comprendre l'univers. La question anthropologique renvoie à l'homme, l'homme a besoin de comprendre l'homme. Qu'est-ce que l'homme? Les questions axiologiques renvoient à l'organisation de la société. Et donc, c'est des questions, la philosophie cherche à connaître l'univers, la philosophie cherche à connaître l'homme, la philosophie cherche à connaître la société. La société, c'est pourquoi elle se pose trois grandes questions qui renvoient à ces différentes entités de notre vie. Alors, ces questions sur l'univers, sur l'homme, sur la vie sociale, nous montrent que la philosophie est humaniste. On revient à la case de départ, que le but de la philosophie, c'est de permettre à l'homme de retrouver le bonheur. C'est pourquoi la philosophie est différente de la science dans ce sens-là, parce que la philosophie, elle est humaniste, elle est centrée sur l'homme, elle cherche à comprendre l'homme. C'est pourquoi, quand on résume ces trois grandes interrogations, en disant que la grande question, c'est qu'est-ce que l'homme en réalité? Finalement, on cherche à trouver la réponse, qu'est-ce que l'homme? Parce que c'est l'homme
qui vit dans l'univers, c'est l'homme qui est en rapport avec l'univers, c'est l'homme qui organise la société, c'est l'homme qui a créé la société, c'est l'homme même qui est dans la société. Une société sans homme ne peut pas exister, même si on pense que les animaux ont une société, mais la société, c'est des individus qui interagissent et donc qui ont des relations, qui ont des rapports. Et de ce point de vue, quand on parle de société, le plus souvent on pense à l'homme. Et de ce point de vue, donc, la grande question, c'est qu'est-ce que l'homme? Si on prend la première question, la métaphysique. Alors, la métaphysique, définition, le sens des premiers principes et des premières causes, la philosophie première, la science de l'être en tant qu'être. Alors, c'est important. Ici, les premières interrogations de l'homme sur l'univers, c'est des questions liées à un être suprême. L'homme s'est d'abord posé la question, est-ce qu'il existe un être qui est au-dessus de tout être? Un être avec l'être majuscule qui est au-dessus de tous les êtres avec l'être minuscule. Et donc l'homme a cherché à connaître la cause de notre existence. Pourquoi il y a ce monde-là? Et donc cet être-là, en réalité, a un aspect divin. Et donc la métaphysique d'abord a un aspect divin. C'est pourquoi les élèves parfois confondent en parlant de métaphysique, on parle de l'au-delà. En réalité, ce n'est pas ça. La métaphysique, son aspect divin est lié au fait que l'homme a cherché qu'est-ce qui est à l'origine de tout ça. La première question, qu'est-ce qui est à l'origine de l'homme qui a créé l'homme, qui a créé le monde, qui est à l'origine de toutes ces créatures, et donc de ces merveilles du monde. Et l'homme a cherché à comprendre qui est à l'origine. C'est pourquoi on l'appelle la métaphysique, la science de l'être. Alors, la science de l'être avec être majuscule, la science d'un être unique, la science d'un être qui n'est pas créé, la science d'un être qui est à l'origine de tous les êtres. Si on allait répondre aujourd'hui dans la religion, on dirait que c'est Dieu. Mais en ce moment-là, il n'y avait pas encore de religion révélée. C'est pourquoi les gens n'avaient pas cette question de Dieu. Mais de toutes les façons, Aristote cherchait cet être-là. Et donc, pour Aristote, il existe un être unique qui est à l'origine de tous les êtres et qui donne mouvement à tous les êtres. Et donc, si nous marchons, si nous respirons, si l'arbre grandit, si les racines poussent, si l'oiseau vole, le moteur qui a donné mouvement à ces éléments qui se déplacent, c'est le premier moteur. Et donc, Aristote l'appelle le premier moteur. Nous, aujourd'hui, on l'appellerait Dieu. Et donc, voilà un être suprême qui est au-dessus de tout, et donc qui a été. C'est pourquoi la métaphysique cherche à ces questions abstraites-là. Et de ce point de vue, donc, pour la métaphysique, est en relation avec ce qui n'est pas concret. Parce que cet être-là, on ne peut constater son existence du point de vue des faits, mais on ne peut pas le toucher. C'est pourquoi Lalande définit la connaissance, la métaphysique, comme la connaissance de ce que les choses sont en elles-mêmes, par opposition aux apparences qu'elles présentent. Alors, la métaphysique cherche à connaître la véritable nature des choses, la réalité des choses qui se cachent dans leur apparence. Et de ce point de vue, donc, c'est pourquoi on dit que la métaphysique, c'est la connaissance des réalités abstraites. Et donc, qu'est-ce qui se cache derrière l'apparence? Parce que ici, tout ce qui existe s'explique par ce qui est invisible. Alors, si nous existons, il y a quelque chose qui est notre cause. Nous, on est concret, nous sommes des êtres concrets, il y a la réalité, mais qu'est-ce qui est à l'origine de nous? Il y a l'invisible. Cet être-là est invisible, qui est à l'origine de notre existence. Et finalement, c'est l'invisible qui explique le visible. Et donc, le visible est là parce qu'il y a l'invisible. La métaphysique cherche à connaître l'invisible. Et de ce point de vue, donc, on considère que la métaphysique va au-delà de l'apparence. Alors, est-ce que la métaphysique est une connaissance? C'est pourquoi on pose la question des sujets comme ça qui sortent parfois, des compositions ou même du bac. Est-ce que la métaphysique est une connaissance? Là, cette question, est-ce que la raison peut connaître l'invisible? Alors, si on se réfère dans la définition même de la métaphysique, est-ce que la raison humaine peut appréhender ces réalités invisibles, ce qui est au-delà de l'apparence? Alors, si on se réfère à Descartes, Descartes va donner quand même avec une métaphore de l'arbre que la métaphysique est une connaissance. Et d'ailleurs, c'est la connaissance la plus solide de toutes les connaissances.
Et il montre donc dans sa pensée que la solidité de la métaphysique se montre par le fondement de toute chose. La métaphysique est le fondement de toute chose. La métaphysique est à l'origine de toute chose. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Tout ce qui est visible s'explique par l'invisible. Et la métaphysique est la connaissance des choses invisibles. Parce qu'elle va aller au-delà de l'apparence. En ce sens donc, toute chose visible repose sur l'invisible. Et Platon, elle peut saisir, pour Platon, la raison peut saisir des réalités invisibles parce que les réalités de ce monde sensible-là ne sont pas des réalités en réalité parce que c'est des choses qui se transforment, qui bougent, rien n'est stable dans ce monde sensible. Les véritables réalités sont dans le monde intelligible, donc le monde de Platon. De même, Descartes nous dit aussi que la métaphysique est la connaissance la plus solide parce que c'est elle qui fonde toutes les autres connaissances. Et on revient ici entre philosophie et science. C'est la métaphysique qui fonde les sciences. Sans la métaphysique, les sciences ne peuvent pas se fonder, nous dit Descartes. Ça, c'est la position de Descartes. Parce que ma philosophie est comme un arbre dont les racines sont la métaphysique, le tronc, la physique, les différentes branches qui sortent de cet arbre sont la mécanique, la morale et la médecine. Et donc, pour Descartes, la science trouve son fondement dans la métaphysique. Alors, donc, pour ces auteurs-là, la métaphysique est une connaissance. Mais pour d'autres, elle n'est pas une connaissance, c'est une pseudo-science. Alors, est-ce que la métaphysique est une science? Ça revient à dire qu'est-ce que la métaphysique est une connaissance. Alors, si vous trouvez des concepts par rapport à ces mots, ce n'est pas parce que vous avez trouvé science que vous considérez que tout sujet qui parle de science parle de la science moderne en rapport avec la technique. Faites attention au concept. Le concept n'a de sens que dans le contexte qu'il est utilisé. Et donc, en réalité, pour les détracteurs de la métaphysique est une pseudo-science. Une pseudo-science, ça veut dire que ce n'est pas une science, ce n'est pas une connaissance. C'est la position défendue par David Hume. Hume considère que la vraie connaissance vient de l'expérience sensible. Et donc, les connaissances viennent d'abord de ce monde sensible-là, de l'expérience sensible, parce que l'homme est un empiriste, il défend l'empirisme. Et donc, chez Hume, la métaphysique est une pseudo-science, c'est une illusion, et donc ce n'est pas une connaissance. Kant défend la même chose aussi, et Kant dit la raison n'a pas toujours raison. On peut vous donner un sujet, la raison a-t-elle toujours raison? En réalité, Kant dit la raison n'a pas toujours raison. Pourquoi? Parce qu'il faut fixer des limites à la raison. Et dans le domaine de la métaphysique, la raison se trouve dans les difficultés de comprendre. C'est pourquoi il dit qu'il faut séparer les choses. Il y a les phénomènes et les noumènes. Les phénomènes, c'est le domaine de la raison. Les noumènes, la raison ne peut absolument rien connaître. Elle est confrontée à des difficultés. Elle ne peut pas tout connaître. Et si elle ne peut pas tout connaître, donc la raison n'a pas toujours raison. Et donc, la raison n'a pas toujours raison, nous dit Pascal. C'est pourquoi nous dit Kant. C'est pourquoi Pascal nous dit l'homme a besoin de la raison, mais aussi elle a besoin du cœur. L'homme est à la fois cœur et raison. Et la célèbre citation, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. C'est pourquoi Pascal nous dit on ne démontre pas Dieu, Dieu ne se démontre pas, Dieu est une question de sensibilité. On ne prouve pas Dieu, on l'éprouve. Donc Dieu ne se prouve pas, il s'éprouve, c'est une question de cœur. Et dans ce sens-là, la raison ne peut pas connaître Dieu. On est dans la critique de la métaphysique. Et donc il faut faire la part des choses. Et chez Marx aussi, la métaphysique n'est pas une connaissance. Pour Marx, la métaphysique nous divertit parce que la métaphysique est une idéologie des bourgeois qui nous empêche quand même de réaliser notre but. Et donc la métaphysique nous divertit, nous empêche de réaliser notre but qui est mener la révolution. Et donc la métaphysique nous détourne des priorités, nous dit Marx. Puisqu'elle nous détourne des priorités, elle n'est pas importante et donc elle n'est pas une connaissance. De la même chose aussi, les critiques sur la métaphysique, on peut citer Auguste Comte, quand Comte dit que la métaphysique est dépassée,
dans ces lois, la loi des 3 états, il dit que la métaphysique est devenue caduque parce que l'évolution de l'esprit est passée de 3 états. On a l'état théologique, l'état métaphysique et l'état positif qu'il appelle aujourd'hui l'état scientifique. Et donc, de ce point de vue, la métaphysique n'a plus sa raison d'être, c'est une connaissance qui est dépassée, et de ce point de vue, donc, la métaphysique n'est pas une connaissance. Mais cela veut dire que nous pouvons se passer de la métaphysique. Si la métaphysique n'est pas une connaissance, est-ce qu'elle est importante? Est-ce que l'homme peut délaisser la métaphysique? En réalité, la question est que l'homme ne peut pas se passer de la métaphysique. La métaphysique, quelle que soit son importance, en tout cas si elle n'est pas importante, l'homme a des dispositions naturelles qui le portent vers les questions métaphysiques. Et l'homme ne peut pas ne pas se passer de la métaphysique. L'homme ne peut pas se passer de la métaphysique. Il aura toujours besoin de poser des questions métaphysiques. Pourquoi? Parce que c'est un être doué de raison. Parce qu'il a une nature, une disposition naturelle qui le pousse à chercher à satisfaire sa curiosité naturelle. De ce point de vue, l'homme se posera toujours des questions et ne trouvera pas des réponses. Et ces questions-là constituent des questions métaphysiques. Schopenhauer disait que l'homme est un animal métaphysique. Autrement dit, par nature, nous sommes métaphysiques. Nous ne pouvons pas abandonner la métaphysique. L'homme aussi se posera toujours des questions métaphysiques sur le plan matériel et technique. La science satisfait l'homme, mais sa curiosité, donc le désir de connaître, le pousse à poser des questions métaphysiques. La science règle des problèmes matériels, mais l'homme ne se satisfait pas de ces problèmes matériels. Il a besoin d'autre chose. C'est pourquoi il se posera toujours des questions métaphysiques. Et donc sur le plan matériel, la science règle des problèmes, mais sur le plan spirituel, la science ne règle pas les problèmes de l'homme, parce que l'homme désire autre chose. Il a besoin d'autre chose, et donc il va poser des questions métaphysiques. C'est pourquoi on dit que la métaphysique est vitale, elle est nécessaire, elle est même actuelle. Face à la réussite de la science, la métaphysique est loin de connaître sa décadence. Elle n'est pas encore dans sa décadence, elle n'est pas encore dépassée. Elle a acquis au contraire une sorte de suprématie, nous dit Georges Gustave. Alors, cela veut dire que ce qui préconisait la mort de la philosophie, la mort de la métaphysique comme Auguste Comte, qui considère que la métaphysique est dépassée, ceux qui considéraient que la métaphysique est une illusion comme David Hume, se détrompent parce que la métaphysique connaît une suprématie. Du fait tout simplement des questions scientifiques. La science, quand même, a résolu beaucoup de problèmes, mais la science en a créé beaucoup plus, qui sont angoissantes, qui nous empêchent même de dormir. Et ça aussi, c'est des questions métaphysiques. Et donc, la science, dans son développement, crée des problèmes que la métaphysique va prendre en compte. Et donc, la métaphysique va devenir, en tout cas, restera toujours actuelle, et l'homme se posera toujours des questions métaphysiques. Et donc, la question, l'homme peut-il se passer de la métaphysique? La réponse est non. L'homme ne peut pas se passer de la métaphysique. C'est pourquoi quand tu dis que la métaphysique, dans le domaine de la métaphysique, la raison est comme, c'est comme une arène. Il n'y aura ni vainqueur, ni vaincu. Et donc la raison, même s'il ne trouve pas de réponse à ces questions, va se poser ces questions, va se poser en tout cas des questions métaphysiques. Et l'autre question, grande question maintenant, c'est l'anthropologie. On va essayer de survoler le programme parce que je pense qu'on n'aura pas le temps nécessaire. Est-ce que vous ne pouvez pas souffler, non? Oui, non. Bon, on a l'habitude de parler 2 heures de temps. D'accord. Donc, il faut faire le maximum. Allez-y. Question, peut-on connaître l'homme? La question de l'anthropologie répond à la question, peut-on connaître l'homme? Alors, l'anthropologie cherche à connaître l'homme sous 2 angles. Sous l'angle de la raison et sous l'angle de la culture, ou même sous l'angle du concret. Alors, peut-on connaître l'homme? Aristote dit oui, on peut connaître l'homme sous l'angle de la raison parce que l'homme est une pensée. Et de ce point de vue, donc, ce qui est déterminant chez l'homme, c'est la pensée. Le dénominateur commun de tous les hommes, c'est la raison.
Et donc, connaître la raison, c'est connaître l'homme avec grand H. Et donc, il est possible de connaître l'homme. Descartes dit la même chose, et pour Descartes, donc, par la raison, on peut connaître l'homme, parce que l'homme est une substance pensante. Alors, de ce point de vue, pour Aristote et Descartes, l'homme abstrait, on peut connaître l'homme abstrait. Quand je dis l'homme abstrait, ça veut dire que l'homme, du point de vue raison. Donc, ce que nous partageons tous, le dénominateur commun, ce qui détermine l'espèce humaine, c'est la raison. Et donc, si on parvient à déterminer la raison, on parvient à connaître l'homme de manière générale. Alors, mais cette approche rationnelle, ou bien même rationaliste de l'anthropologie est contestée par d'autres qui considèrent que l'homme abstrait, on ne peut pas le connaître. Pour connaître l'homme, il faut le mettre dans un contexte. C'est pourquoi il parle de l'homme concret. L'homme concret, l'homme particulier, c'est cet homme-là qu'on peut connaître. C'est pourquoi l'autre angle de connaissance de l'homme, c'est l'approche culturaliste ou scientifique. On parle de l'anthropologie culturaliste ou de l'anthropologie scientifique. Alors, l'anthropologie scientifique maintenant se divise en plusieurs branches qu'on appelle de l'anthropologie économique. Donc il y a l'anthropologie économique, on cherche à connaître l'homme sous le rang de la production et sur le rang du partage des biens. On peut parler aussi de l'anthropologie politique pour chercher à connaître le pouvoir, les différents pouvoirs et donc les formes de pouvoir de l'homme, l'organisation sociale du point de vue, la gestion de la société. On peut parler de l'anthropologie religieuse en essayant de comprendre les croyances et les rites des populations, ou bien même de l'anthropologie physique qui cherche à déterminer l'homme du point de vue des caractéristiques. Et donc il y a plusieurs subdivisions dans l'anthropologie culturaliste ou scientifique. Mais l'essentiel est que le plus important, c'est l'anthropologie sociale. On va essayer de situer l'homme dans la société pour pouvoir comprendre l'homme. Et dans ce cas, situer l'homme dans la société, c'est essayer de trouver l'homme culturel. Comment